Mesdames, Messieurs, bienvenue à Droit de réponse. La jeunesse sera bientôt célébrée au Cameroun. Une jeunesse qui fait face au chômage et au sous-emploi. La jeunesse qui représente pourtant 60% de la population potentiellement active et productive. L'on en arrive aujourd'hui à se demander si on peut encore parler d'un partenariat emploi et jeunes. Encore un rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État qui dénonce la gestion des affaires publiques de certains hauts cadres de l'État. En effet, 19 affaires relatives à la gestion de l'université de Douala ont conduit à des sanctions infligées aux responsables de la dite université en fonction allant dans la période de 2007 à 2010. La question que tout le monde se pose est de savoir que valent véritablement ces différentes condamnations du contrôle supérieur de l'État. Enfin, il ressort du séminaire gouvernemental tenu dans les services du Premier ministère que certains chefs de département ministériels n'ont pas encore élaboré leur feuille de route. Les feuilles de route présentées pourtant comme outils de performance des administrations. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'un tel manquement sur le fonctionnement du gouvernement? Voilà des questions qui seront au centre des échanges au cours des 90 prochaines minutes avec nos invités. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. Luther Meka, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes journaliste et en même temps enseignant. C'est effectivement ça. Ok, bienvenue. Merci. Jean Nundou, bonjour. Bonjour. Juriste d'entreprise, c'est ça? Oui, juriste d'entreprise et gérant, n'est-ce pas, d'une entreprise qui représente les intérêts de Yokohama au Cameroun. Ok, avec vous, nous essaierons de savoir si les jeunes ont des chances de trouver de l'emploi, non seulement dans votre souci, mais également ailleurs. Et quand on parle d'emploi, on voit directement le Fonds national de l'emploi qui est représenté sur ce plateau par Alain Tiek. Bonjour. Bonjour, Etienne Pascal Azegui. Conseiller emploi. Conseiller emploi principal. D'accord. Merci et soyez les bienvenus. Merci et salutations aux téléspectateurs. Ok, d'accord. Nous devrions également avoir Frédéric Bungou, qui est le directeur de publication du Messager. Je vous annonce déjà, chers téléspectateurs, que vous n'aurez pas votre revue de presse comme il est de coutume dans ce programme de droit de réponse. Juste quelques soucis techniques ne nous ont pas permis donc de vous livrer votre revue de presse. Et ce qui va donc nous permettre de rentrer de plein pied dans le premier sujet en ce qui concerne donc cette livraison de droit de réponse. On parle de l'emploi jeune. Alors, Luther Meka, vous qui avez suivi les journaux parus cette semaine, est-ce que vous avez l'impression que ces différents journaux ont véritablement posé les réels problèmes liés à l'emploi jeune? Disons que c'est la même rengaine. On s'interroge toujours sur la traçabilité de l'emploi au Cameroun, les perspectives que les jeunes peuvent avoir après leur formation, mais on n'interroge pas beaucoup plus les atouts que les jeunes ont et les perspectives ou bien les stratégies que les entreprises ont également pour recruter les jeunes au Cameroun. Donc, je me dis que l'analyse doit être assez profonde. Est-ce qu'il y a une adéquation aujourd'hui entre les universités qui forment des jeunes cadres et des entreprises? Est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recrutements qui peuvent se faire selon la capacité de formation dans les universités de façon directe? C'est ça le véritable problème. Parce que vous savez qu'il y a un filtre qui se passe parfois lorsqu'on est à la recherche d'emploi. On demande 15 à 20 ans d'expérience professionnelle, ce qui voudrait dire qu'il y a une partie de la jeunesse qu'on marginalise, qui est pratiquement écartée dans le processus de recrutement. Tel que présenté, c'est-à-dire que la situation de l'emploi par Luther Meka, alors Jean Nundou, vous qui êtes responsable d'entreprise, je suppose que également à votre niveau, est-ce que la jeunesse mérite, camerounaise notamment, mérite-t-elle encore qu'on la qualifie de fer de lance de la nation? C'est une préoccupation d'abord en tant que parent et ensuite en tant qu'acteur, n'est-ce pas, de la vie civile au Cameroun. Au-delà de ces problèmes d'adéquation, se pose un véritable problème. C'est celui même de la création des emplois. Ça veut dire que quand on regarde aujourd'hui le document de référence, que je peux appeler la feuille de route du gouvernement, qui est le document sur la stratégie de la croissance et l'emploi, n'est-ce pas, on se rend compte que la plupart des données relatives notamment à la croissance n'ont pas été atteintes. Et le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est celui du suivi et évaluation.
Ça veut dire qu'en fait, on abordera le sujet tout à l'heure, la plupart des données manquent et sur le plan empirique, vous relevez facilement que le taux de chômage a un peu dépassé les 90%. J'ai travaillé en entreprise et rien que pour les stages académiques, il n'y avait pas suffisamment de place pour prendre des stagiaires académiques. C'est dire si au niveau des stages il y a des restrictions, c'est dire si au niveau de l'emploi il y a des difficultés. Donc la jeunesse est confrontée à des sérieuses difficultés aujourd'hui au Cameroun. Alain Thiek, vous qui faites partie d'une des structures qui a entre autres pour mission de trouver de l'emploi aux jeunes, on va parler comme ça, le Fonds national de l'emploi. À votre niveau, est-ce que parler aujourd'hui d'une jeunesse qui a perdu de l'espoir, est-ce que, par exemple, ce qualificatif est justifiable? Vous qui certainement côtoyez beaucoup de jeunes au quotidien, qui vous sollicitent pour trouver de l'emploi. Est-ce qu'il est facile déjà de trouver l'emploi à travers le Fonds national de l'emploi, justement? Oui, il est facile de trouver un emploi, à condition qu'on mette en place une stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif. Et le Fonds national de l'emploi est là pour justement encourager les jeunes à garder l'espoir, à ne pas perdre espoir, à leur donner les outils et les arguments pour pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi. En fait, au quotidien, nous apportons aux jeunes tout ce qu'il leur faut pour pouvoir s'insérer ou se réinsérer lorsqu'ils ont perdu un emploi. Et c'est pour cela que nous les accueillons au quotidien dans toutes les agences du FNE. Tous les jours, on accueille des jeunes, ils passent ces entretiens d'orientation qui permettent de faire le diagnostic de la situation de chacun. Et après ce diagnostic, on applique à chacun les mesures d'appui qui correspondent à sa situation. Ici, que vous allez trouver des jeunes qui sont autonomes, ils sont qualifiés, savent chercher l'emploi. Ceux-là, quand il y a des offres d'emploi, on propose leur candidature. Il y a des jeunes qui sont qualifiés mais qui ne savent pas organiser leur recherche d'emploi. On les initie à la recherche d'emploi. Il y en a qui ont un bon projet professionnel mais qui n'ont pas de qualification. On leur permet d'accéder à des formations aux frais du FNE. Il y en a qui n'ont pas de projet, qui veulent travailler. Et on les initie à la réalisation d'un projet. Donc au quotidien, le FNE redonne espoir aux jeunes et leur dit que tout n'est pas perdu. Et on les encourage même à créer des emplois en leur apportant une assistance en matière de montage de projets et de financement de micro-projets. Alors, malgré toutes ces initiatives, alors tout ce que vous venez de notifier comme avantage, l'on constate quand même que le taux de chercheurs de travail est relativement de 5%. Et comment ça se passe concrètement pour un jeune qui vous sollicite, un jeune qui sort fraîchement de l'université et qui a dans sa poche la licence ou alors la maîtrise? Comment ça se passe pour postuler? Je vous ai dit que le jeune arrive au FNE, il passe un entretien d'orientation avec un conseiller. Cet entretien permet de faire le diagnostic de sa situation. Quel est son problème dans le cadre de la recherche d'emploi? Est-ce que ce jeune est qualifié? Est-ce que ses qualifications répondent aux attentes des entreprises? Si ce n'est pas le cas, en fonction de disponibilité des moyens disponibles, on peut permettre à ce jeune d'accéder à une formation qualifiante. Et nous avons plusieurs types de formations. Des formations formelles qui se passent dans le cadre d'un centre de formation, comme dans le cadre d'une école, ou alors des formations sur le tas, c'est-à-dire en entreprise. Il y a même des formations qui permettent aux jeunes d'avoir des indemnités de stage. Est-ce qu'il y a également la chance pour les jeunes non diplômés de trouver également de l'emploi à travers le Fonds national? Bien évidemment, le FNE est ouvert à tous les jeunes, qualifiés ou pas, diplômés ou pas. Et à tous ces jeunes-là, on apporte un appui pour pouvoir faciliter leur insertion. Bon, Luther Meka, vous qui êtes journaliste mais en même temps enseignant, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette situation de taux de chômage n'est pas due à la qualité de l'enseignement? Est-ce que les universités sont davantage professionnelles? Est-ce que ce sont des enseignements professionnels qui puissent permettre à un étudiant qui finit d'être tout de suite actif? Non, le débat, on peut l'évacuer. Je crois que toutes les entreprises au Cameroun, dans la majorité, tous les médias au Cameroun utilisent les produits de l'université, des universités. Donc, ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème de filtre. C'est un problème de filtre parce que quand le monsieur du FNE parle, ça allait très facile. Moi, j'ai dirigé une association des jeunes où effectivement il y avait des problèmes au FNE, les problèmes de corruption, les problèmes de retard dans les séminaires. Vous posez un dossier et c'est après 7 ans, 8 ans que vous êtes appelé pour être recruté. Et il y a du marchandage. Donc le véritable problème n'est pas au niveau de la formation.
Le véritable problème, il y a eu un certain nombre de problèmes socio-économiques, notamment les problèmes des crises économiques, les problèmes d'ajustement structurel, qui ont certainement, le chef d'État avait dit de retrousser les manches, il n'y avait plus de concours. Mais nous sommes dans une période de croissance économique. Je pense qu'à ce niveau, un certain nombre de choses doivent être faites. Il y a des chiffres qui sont parlants. Vous avez 58% de demandeurs, selon l'analyse de la coopération française de l'emploi. 56% sont des primo-demandeurs, c'est-à-dire ceux qui demandent l'emploi pour la première fois. Et on peut faire le temps de chômage, la période de chômage est de 38,5 mois, ce qui est tout à fait énorme. Et vous constatez qu'effectivement, il y a des gens qui sont recrutés dans le noir. Il y a des entreprises pratiquement où vous vous demandez si c'est la sorcellerie. La CSPH, qui sont, ce que je peux dire, les entreprises de luxe, la CSPH, la SNH, la Caisse nationale de prévoyance sociale, il y en a la SNI. Vous avez déjà vu une demande d'emploi de ces entreprises? Je ne crois pas. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il faudrait d'abord, pour restaurer l'émergence et pour que les parents comprennent qu'il y a des choses qui sont faites sur l'État, il faudrait que les recrutements soient sur la méritocratie. À l'époque, on recrutait les meilleurs dans les universités. À Polytechnique, ce n'est plus ça. Lorsque vous sortez de Polytechnique, vous devez chercher l'emploi. Lorsque vous sortez d'une université qualifiée, vous devez chercher l'emploi. Alors que les 10 premiers, les 15 premiers peuvent être recrutés par des entreprises pour primer l'excellence et pour montrer effectivement qu'il y a un prix à l'excellence, un partenariat entre les universités et les entreprises. Alors là, c'est pour ce que l'État propose ou alors offre à cette jeunesse. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes n'ont pas une part de responsabilité dans ce taux de chômage qui de plus en plus est croissant? Jean Nundou, vous n'avez pas l'impression que ces jeunes ne devraient peut-être pas lorgner le côté bon, effectivement, vous avez parlé nous avons parlé ici du problème de l'adéquation, n'est-ce pas, emploi-formation. Bon, je dois dire qu'au Cameroun, 70% au moins des étudiants vont vers des filières, n'est-ce pas, littéraires, de gestion administrative, économique, d'études, tout ça, qui aujourd'hui ne sont plus pourvoyeurs d'emploi. Bon, j'ai fait, si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous allez à Abidjan, vous allez aux deux plateaux, se trouvent beaucoup d'écoles privées, vous verrez que la plupart sont tournés vers des enseignements technologiques. Vous voyez, ce sont des enseignements vraiment techniques, technologiques, qui permettent d'ailleurs, qui facilitent l'auto-emploi, à défaut d'entrer directement en production. Or, mon voisin de gauche tout à l'heure, dans un excellent exposé, a parlé, n'est-ce pas, du Fonds national de l'emploi. Je dirais que cet organisme, qui est un organisme important de l'État, est à la discrétion même de l'emploi au Cameroun. Ça veut dire qu'à Douala, oui, vous pouvez trouver un Fonds national de l'emploi, mais combien de jeunes savent même ce que c'est, combien ils vont? Ils ont organisé récemment un séminaire sur la rédaction des CV. Bon, je sais que j'ai vu quelques jeunes qui y allaient, mais c'est un truc complètement obsolète. Si vous voyez, en termes de formation, en termes de recherche, n'est-ce pas, j'allais dire de recherche vers les entreprises. Le Fonds national pour l'emploi n'a pas de moyens. J'ai travaillé dans l'une des plus grosses entreprises du Cameroun en matière d'emploi. Nous n'avons jamais vu. Alors, il se pose un problème de communication du Fonds national de l'emploi. Il se pose un problème même structurel. Quels sont les moyens dont dispose le Fonds? Le Fonds est présent à Douala. Est-ce que le Fonds est présent à Konsamba, à Bangante, à Fumban? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu une décentralisation de la formation. Vous allez dans les coins les plus reculés du Cameroun, vous verrez des collèges, n'est-ce pas, et même des établissements d'enseignement supérieur. Or, tous ces jeunes qui sont issus de ces établissements-là vivent dans les régions. Or, il faut venir à Douala pour aller au centre. Et j'accède entièrement, n'est-ce pas, ce qu'a dit M. Meka tout à l'heure là, concernant la corruption, qui n'est pas une innovation au Cameroun, qui est un problème d'ensemble du pays, et le Fonds national d'emploi, qui a une mission hautement sociale, se retrouve également englué, n'est-ce pas, dans cette gangrène qui mine le pays et qui peut expliquer par-ci et par-là tous les problèmes de recrutement qu'elle a également posé, le problème de népotisme, le problème de communautarisme. Il suffit de voir aujourd'hui à la tête de la plupart des grosses sociétés, surtout étatiques. Vous verrez que le recrutement se fait à 90% sur des bases identitaires et communautaristes. Et ça, c'est un problème contre lequel l'État n'a pas encore réfléchi, et c'est une véritable gangrène de ce pays qui mine la méritocratie et jette un peu dans la rue des étudiants brillants. Et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose à déplorer. Alain Thiek, vous vous sentez interpellé. Est-ce que cela pose le problème de communication? C'est un problème réel pour le Fonds national de l'emploi. Vous ne communiquez pas assez pour que les jeunes puissent savoir quelles sont leurs opportunités et qu'est-ce que vous leur offrez.
Mais en fait, je suis un peu surpris par la déclaration de ceux qui sont avec moi sur le plateau. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait un message qui est de nature à décourager les jeunes. Il faut plutôt les encourager. Donc, quand on fait des déclarations, il faut être sûr qu'on a les preuves. Je vous dis, au FNE, tout est mis en œuvre pour réduire au minimum la corruption. Donc, et quand on dit que les gens font 8 ans pour avoir un emploi, ce n'est pas vrai. Parce qu'on entend beaucoup plus de gens qui n'ont pas pu trouver un emploi. Mais chaque jour, nous insérons des gens. Vous pouvez venir dans nos agences, tous les jours, il y a des demandeurs d'emploi. Donc, si le FNE n'était pas utile, les gens ne viendraient plus. Donc, le fait que les gens viennent au FNE tout le temps, ça montre que le FNE apporte son appui. Mais je pense qu'il faut aussi demander, il faut aussi encourager les jeunes à être dynamiques. Parce que beaucoup de jeunes restent là à attendre que la manne leur tombe du ciel. C'est vrai que la communication n'est pas celle qu'on pourrait attendre du FNE, mais nous communiquons. Durant cette semaine, nous avons organisé sur 3 sites à Douala, la semaine pour l'emploi des jeunes. Mais nous sommes obligés d'aller les chercher avec des cars dans les établissements, dans les quartiers. Et quand ils viennent, ils ne restent même pas dans la salle. Donc, je crois qu'il faut aussi demander aux jeunes de se monter un peu dynamique. Parce que tel que j'entends ceux qui sont vraiment sur le plateau, c'est comme si c'est les autres qui doivent tout faire pour les jeunes. Il y a un manque de dynamisme et même d'intérêt. Oui, d'intérêt. C'est un peu surprenant. Donc, il faut que la jeunesse sache qu'elle doit se battre. Parce que quand on dit qu'on ne l'occupe pas dans les entreprises, il faut que les jeunes réajustent leur stratégie. Il y a des métiers porteurs qui ne sont pas, dont on ne trouve pas il y a des personnes qu'on recherche dans les entreprises. Je vous dis, actuellement au Cameroun, il y a des postes qui sont vacants parce qu'il n'y a pas de personnes qui ont ces profils. Les jeunes font des formations, les mêmes formations, tous les jours. Mais ils ne cherchent même pas à savoir quelles sont les formations porteuses. Donc quand quelqu'un a le bac, il entre à l'université comme ça, comme un mouton, sans prendre la peine de s'informer, de savoir quels sont les métiers porteurs de demain. Et c'est maintenant qu'au moment, à la fin des études, qu'il se sent coincé et on rejette sur la responsabilité sur les autres. Non? Alors, loin de faire un procès au Fonds national de l'emploi, on aimerait un peu avoir des statistiques en 2013. Combien de jeunes vous ont sollicité? Combien ont pu trouver du travail? Nous avons accueilli au FNE, à l'agence de Balidan, où je me trouve, nous avons accueilli environ 6500 jeunes. Et nous avons eu environ 15 000 opportunités d'emploi. Nous avons reçu des entreprises. Ça, c'est l'agence de Balidan. Je n'ai pas les données statistiques de tout le réseau. Mais vous comprenez donc qu'il y a un travail qui est fait. C'est vrai que nous ne sommes pas installés en Konsamba, mais de temps en temps, on y va. À Edea, à Yabassi, de temps en temps, on va dans ces coins-là pour pouvoir informer déjà les jeunes, les enregistrer et leur faire part du travail du FNE. Voilà, il faut noter qu'à côté du Fonds national de l'emploi, il y a quand même d'autres projets d'insertion socio-économique qui ont été mis en place. On a entre autres le PAGRU, qui est le programme d'aide à la jeunesse rurale et urbaine, mais également le PIACI. L'UTMK, à côté de ces structures, on a toujours l'impression que ça ne va pas du tout du côté des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que ce sont des structures, des projets qui ont été mal pensés, ou alors on a mis des mauvaises personnes à la tête de ces projets? Donc, j'aimerais d'abord prendre au rebond monsieur qui a dit que la plupart des jeunes Camerounais s'orientent vers les filières littéraires. C'est mal connaître le Cameroun parce qu'il y a des universités qui sont déjà mises sur pied pour former les jeunes Camerounais. Je voudrais parler de l'Institut halieutique de Yabassi, je voudrais parler de la faculté de génie industriel, de l'INSAI, de l'Institut du Sahel. Et il y a un certain nombre, il y a même l'Institut minier, je ne sais pas où c'est en Gandere si mes informations sont exactes, qui sont des institutions qui sont mises sur pied par l'État pour pouvoir accompagner l'émergence 2035 sur le plan technologique. Et le véritable problème, c'est qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que les institutions en font pour utiliser cela. Je crois que c'est là le problème. Au niveau des PAJ, du PAGRU, c'est la même rengaine. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent un certain nombre de problèmes de faisabilité des projets, de recouvrement des fonds qui font en sorte que parfois il y a des dispersions, mais c'est toujours la même rengaine, c'est les problèmes de corruption. Vous savez, ces projets sont financés à hauteur de près de 10 milliards et ce sont des projets qui ont été incités par l'État pour encourager l'entrepreneuriat. Mais est-ce que ces projets ont une efficacité sur le terrain? Je ne pense pas. Et vous allez remarquer que l'État est devenu aujourd'hui un employeur. Vous êtes au courant des 25 000 emplois. Les projets structurants vont donner peut-être 120 000 emplois. L'État s'est résolu finalement à être l'employeur, alors qu'il y a beaucoup de structures. Il y a le Fonds national de l'emploi, il y a le PIASI, il y a le PAGRU. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce qu'il y a un système installé par des individus égoïstes, comme disait le chef de l'État, qui voudraient en tirer les prébendes et qui positionnent leurs enfants, leurs cousins. Et c'est un problème connu. Et moi, je dis, je suis un peu découragé
chaque fois de venir parler des mêmes choses alors que tous les Camerounais connaissent le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de traçabilité dans ces projets et ce n'est pas objectif. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on pédale dans la choucroute parce que le Camerounais lambda qui est allé à l'école, qui est allé à l'université, n'a pas la répercussion d'efficacité de ces structures. Oui, d'accord. Alors, Jean Loulou, on essaie maintenant de voir quelles sont peut-être les propositions ou alors qu'est-ce qui peut être envisageable pour les jeunes de peut-être de se prendre eux-mêmes en main. Non, à mon avis, n'est-ce pas, il est question donc de revoir cet étalement de structures. On a parlé du Fonds national pour l'emploi, on a parlé du PIAZI, PAGER, il y a également des structures du ministère des petites entreprises et de l'artisanat. Ils ont vraiment petites et moyennes entreprises. Voilà, ils ont une grosse structure là-bas chargée justement de ces problèmes de jeunes. Il y a également le ministère de la formation professionnelle, il y a le ministère du travail, il y a le ministère de la jeunesse, le ministère du sport. Il y a tout un ensemble, n'est-ce pas, de structures qui ont des unités dédiées à la formation, mais qui sont devenues des éléphants blancs, qui sont devenues des structures administratives, à l'instar de celles que nous décrions ici sur le plateau. Ce n'est pas un problème de personnes. Je dis seulement ces structures n'ont pas les moyens au départ. Parce que si vous avez une structure, vous allez un jour à Konsamba, une semaine après vous allez à Yabassi, 6 mois après vous allez à Baranté. Mais vous n'aurez jamais le temps de rencontrer le 10e des jeunes. Tout à l'heure vous avez parlé de 6500 jeunes. Je voudrais uniquement vous dire, monsieur, qu'ici là au Cameroun, il y a environ 100 000 jeunes qui quittent tous les ans l'université. Combien peuvent trouver un emploi? Donc il faut voir le problème de la croissance. Ce n'est pas le Fonds national pour l'emploi qui crée des emplois, ce sont les entreprises. Or, s'il n'y a pas la croissance, ces entreprises-là ne peuvent pas recruter. Le recrutement est une décision stratégique de gestion. Ce n'est pas une décision politique. Donc, vous voyez, c'est tout un environnement dont... et à côté de cela, puisque vous avez parlé de propositions, il y a des politiques incitatives. On a vu ailleurs telle défiscalisation pour des recrutements de tel nombre de jeunes, la création d'entreprises, des zones franches, énormément d'outils que nous ne connaissons pas au pays, hein, n'est-ce pas? Et les quelques-unes qui existent sont vouées à la vénalité, à la corruption. Et ceci explique qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont aucune visibilité. Et ça peut expliquer en grande partie pourquoi beaucoup n'osent même pas aller au Fonds national pour l'emploi. Je vous dis, qui ne crée pas d'emploi, qui n'a pas les moyens structurels de fonctionnement. Oui, Alain Thiek, est-ce que au niveau du Fonds national de l'emploi, vous avez envisagé, par exemple, quelle est la démarche que vous faites? C'est vous qui allez vers les entreprises ou alors ce sont les entreprises qui font le chemin inverse? Les deux. Nous allons vers les entreprises, il y a des entreprises qui viennent vers nous pour faire des offres d'emploi. Et nous les traitons régulièrement dans la transparence. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut lui-même accéder à notre fichier demandeur d'emploi et faire la sélection sur la base de ces critères. Et donc, nous allons aussi en entreprise présenter notre offre de service et collecter les offres d'emploi que ces entreprises nous donnent. Alors, et ces demandes, c'est beaucoup plus en termes de quoi? En termes de ceux qui font la technique, en termes de... Oui. On demande tout le monde, c'est-à-dire tous les secteurs sont demandeurs. Il y a des entreprises industrielles, il y a des entreprises de services, il y a des entreprises dans le secteur primaire. Donc les demandes viennent de partout. Et je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Et je pense qu'il faut que les jeunes s'impliquent véritablement. Il y a des gens qui sont prêts à acheter des emplois à des prix très élevés. Hein. Mais un jeune peut partir par exemple de Yabassi pour venir s'inscrire au FNE et s'informer pour savoir ce qui se passe. Donc il faut que les jeunes se lèvent et qu'ils se battent, qui se montrent un peu plus dynamiques dans le cadre de la recherche d'emploi. Et c'est ceux-là qui trouvent des emplois. Et c'est pour cela que tous les jours, nous amenons les jeunes à être autonomes, être capables de se vendre. Vous savez, il y a des jeunes qui ont des qualifications, mais qui ne travaillent pas parce qu'ils ne savent pas se vendre. Ils ne savent pas comment rédiger un CV, comment passer un entretien d'embauche. Alors dans ce cas, si un jeune a des qualifications et il est au quartier, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est sa faute parce qu'il n'a pas cherché l'information. Il ne sait pas comment ça se passe. Et c'est ça que le FNE fait au quotidien, pour que les jeunes sachent qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être compétitif sur le marché. Alors il y a beaucoup de jeunes qui ont essayé de se lancer dans l'auto-emploi, mais qui ont posé un certain nombre de problèmes, entre autres le manque de financement du terme cas. Est-ce que la politique, y a-t-il une politique qui est mise en place pour encourager l'auto-emploi et motiver les jeunes à se prendre en charge? Non, mais c'est connu. Le PIAZI, le PAGER a fait un certain nombre de projets. Notamment, il y avait
les universiades académiques organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur qui primaient les meilleurs projets qui étaient financés soit par le PAGEU ou le PIASI, si mes souvenirs sont exacts. Donc, il y a des financements, mais le véritable problème, c'est sur la lisibilité, la traçabilité de ces financements et sur les critères de sélection de ces projets. Je crois que c'est véritablement là le problème. Je dis aujourd'hui, en 2014, nous ne devons plus présenter le FNE comme un facilitateur. Nous ne devons pas créer l'espoir, nous devons agir. Et je crois que le président Paul Biya a parlé de l'action au détriment de l'attentisme. Il est important que le FNE comprenne que c'est un instrument qui doit permettre des ouvertures d'emploi aux jeunes. Et cela doit se ressentir. Si cela ne se ressent pas, effectivement, cela démontre qu'il y a un problème. Donc, il faudrait aujourd'hui, si je suis un peu sceptique par rapport au FNE, ce n'est pas parce que je n'aime pas le FNE, parce que je ne voudrais pas aller sur le plan anecdotique pour raconter des anecdotes. C'est que cette affaire ne marche pas. Cette affaire ne marche pas. Et elle ne marche pas parce qu'il y a un système qui est mis sur pied pour qu'un certain nombre d'individus profitent de ce genre de structure. Alors, on a noté, du moins ces 10 dernières années, que la plupart des jeunes se sont plutôt lancés dans le secteur des mototaxis. Le président Paul Biya en a d'ailleurs fait allusion lors de son discours le 10 février 2013. Alors, est-ce que c'est un secteur d'activité louable, Jean Noundou? Oui, ça peut être un secteur d'activité louable. Tout est problème de la régulation. Vous voyez, quand vous voyez le nombre d'accidentés, le nombre de problèmes, et même certains faits sociaux, n'est-ce pas, décriés, donc sont attribués aux mototaxis, on peut s'interroger. Mais cependant, c'est un secteur d'activité qui a vraiment toute sa place, n'est-ce pas? Mais il suffit vraiment qu'il y ait une bonne organisation et qu'il suive également la réglementation. Par exemple, je ne vais pas citer des cas personnels. Il y a quelques mois, j'ai enterré ma mère victime de mototaxi, qui n'avait pas de carte grise, sans assurance, rien du tout. Et c'est ça, c'est un peu ces dérives-là qu'il faut critiquer. Et puis, le problème, c'est quoi? Un jeune qui a une licence, qui a une maîtrise, qui devient mototaxi pour gagner 2000 francs par jour, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Et se pose donc, c'est un véritable problème social qu'il convient de résoudre. Est-ce qu'on peut peut-être pas dire là que c'est très facile pour ces jeunes de penser ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas la chance en se tournant du côté de l'agriculture? Parce qu'on observe également l'exode rural de ces jeunes qui partent massivement des zones rurales pour se retrouver en ville. Tous les secteurs sont concernés. Si vous voyez par exemple les vendeurs, les Baye Amselam, je connais beaucoup, n'est-ce pas, d'intellectuels qui sont taximans, qui ont vraiment pour seule préoccupation de vivre en attendant les jours meilleurs. Donc, non, mototaxi, on peut analyser que c'est une recherche de la facilité. Mais en fait, je dis, il s'agit d'un problème social réel, mais que l'État devrait réguler, cantonner et puis trouver un certain nombre de règles. Si vous allez à Libreville, vous allez à Djamena, vous ne pouvez pas voir une moto à Djamena qui ne soit pas immatriculée. Vous ne pouvez pas voir une moto qui n'ait pas de carte grise, qui n'ait pas de truc. Ici au Cameroun, à l'instar des autres corps sociaux, n'est-ce pas, il y a comme une sorte de laisser-aller. Et c'est ça donc qui rend vraiment ce problème préoccupant. Est-ce qu'on ne peut pas également peut-être dire que c'est parce que ces jeunes n'affrontent pas véritablement l'agriculture, le travail manuel, qu'ils préfèrent peut-être choisir... le travail manuel, monsieur Aizégué, n'est pas facile, c'est pas évident. Il faut avoir des terres, il faut pouvoir vivre dans des zones rurales, avoir un hébergement, avoir l'eau, l'électricité. Aujourd'hui, tous les jeunes, la plupart sont des gens qui ont été à l'université. Ils doivent lire les journaux, s'informer, suivre la marche du monde. Et justement, ces mototaxis n'est pas une fin en soi, c'est une étape, n'est-ce pas? C'est une activité d'étape en attendant de trouver mieux. Si nos amis du Fonds national pour l'emploi ont vraiment ces particularités de trouver beaucoup d'emplois aux jeunes, mais voilà, ça c'est peut-être, il faudrait peut-être les envoyer. Est-ce que le secteur agricole, l'agriculture, est-ce que vous recevez beaucoup de demandes? C'est pas une alternative aussi pour les jeunes, le côté de l'agriculture? Vous avez l'impression que les jeunes s'intéressent? C'est une alternative parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de possibilités. Bon, mais les jeunes font des choix. Tout le monde veut vivre en ville. Bon, les jeunes ne veulent pas rester en zone rurale. Peut-être pour plusieurs raisons. Je pense que, au lieu d'être pessimiste, nous devons les encourager en leur disant qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a même beaucoup de possibilités de formation. Il y a des écoles de formation de techniciens d'agriculture, d'ingénieurs d'agriculture qui existent. Mais quand ces gens sortent des écoles, on ne les voit pas. Et on ne sait pas où ils sont, où ils se retrouvent. Ils ne veulent même plus travailler en zone rurale. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a un problème de moyens,
Mais parfois aussi, il faut s'organiser pour chercher ces moyens-là. Donc, je crois que nous devons redonner l'espoir à nos jeunes. Ce n'est pas en vendant, ce n'est pas le défaitisme qui va les faire vivre. Je dis bien, moi, je reste convaincu qu'un organisme comme le FNE a un potentiel, même si les moyens sont réduits, mais les jeunes n'exploitent pas au maximum cet organisme-là, dont les possibilités qui existent. Donc, il ne faudrait pas que les jeunes restent et pensent que ça viendra les trouver, les solutions viendront les trouver au quartier. Mais il faut qu'ils s'élèvent et qu'ils s'organisent. Ils sont dans des associations. Bien. Mais nous faisons même la cour à ces associations pour participer aux événements du FNE, pour que les gens aient l'information pour savoir ce qui se passe. Donc, je pense qu'il faut qu'on encourage. Et nous, la contribution de la presse est importante. Dire aux gens, allez au Fonds national de l'emploi. Vous pouvez bénéficier d'un encadrement. Et je dis bien qu'il y a des gens qui ont bénéficié de l'encadrement du FNE. Dans beaucoup de structures de la place, si vous allez dans certaines structures, vous allez trouver des personnes qui ont trouvé l'emploi grâce au FNE et qui sont aujourd'hui les cadres supérieurs. Donc, affirmer que ça ne marche pas, je dis c'est une déclaration très grave. Et on espère que ceux qui le disent ont les preuves. Mais actuellement, nous gérons le recrutement au chantier du pont, du Vouri. Tous ceux qui veulent travailler là-bas passent par le FNE. Merci pour l'information. Se font inscrire au FNE. Je suis surpris que vous n'ayez pas l'information alors que ça fait pratiquement 3 mois que ça se passe. Donc, je crois qu'il faudrait que la presse apporte un appui à un organisme comme le FNE et ce sera pour le bien de tout le monde. D'accord. Alors, les jeunes, il y a un jeune qui a adressé une lettre ouverte au président de la République, notamment en ce qui concerne son adresse à la nation le 10 février. Et c'est jeune qui a d'ailleurs souhaité que le discours du président de la République soit davantage axé sur l'éducation et l'emploi. C'est légitime, Luther Maka? Mais bien sûr, c'est légitime. Et le président a toujours fait des discours sur l'éducation et l'emploi. Dernièrement, il parlait des enseignants. Il le constatait lui-même qu'un pays comme le Cameroun, qui accueille une institution de haute facture pour l'enseignement, ne peut pas avoir des enseignants pauvres. Donc, il faut savoir que l'éducation est la mamelle nourricière d'une nation. Autant vous êtes instruit, autant l'indice de développement humain évolue. Vous avez des individus capables, performants d'aller à l'émergence. Je voulais dire qu'il y a un véritable problème vers l'orientation sur les métiers agricoles. Parce qu'il y a un problème de perception. Vous voyez, nous sommes dans une culture du rêve camerounais, si vous voulez le rêve américain. Nous sommes dans des écoles, nous sortons des ingénieurs, des médecins, il y a des cadres qui sont formés à l'ESSEC et tout d'un coup, on dit qu'il faut rentrer à la terre. Il y a un problème de perception. Et je crois qu'il y a eu un séminaire où le ministre Bidonpat avait réuni tous les leaders des étudiants des universités pour leur parler de l'agricole. Certains riaient sous cap parce que lorsqu'ils sortent de l'école, ils s'attendent à être ministres, ils s'attendent à travailler dans l'entreprise. Donc je dis qu'il y a un problème de cible. S'il faudrait qu'on rentre à la terre, il faudrait effectivement qu'il y ait des institutions qui préparent les jeunes Camerounais à rentrer à la terre. Aujourd'hui, il y a le lycée agricole de Yabassi qui est en train d'être fait. Il faudrait également que sur le plan rural, parce qu'il n'y a pas que la jeunesse urbaine, il y a la jeunesse rurale, il y a la jeunesse de l'arrière-pays qui doivent être organisée et qui doivent être disposée à participer à l'émergence. Donc je dis qu'il faudrait qu'il y ait d'abord un ciblage de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui doit être orientée vers des objectifs bien précis. Parce que moi je trouve un peu incongru que vous ayez fait 7 ans sur les bancs pour apprendre l'ingénierie et que demain on racle tout cela et on vous dit qu'il faut retourner à la terre. Dans les perceptions, dans le processus mental de l'individu, il a l'impression qu'il a raté sa vie ou bien il est rentré en arrière. Voilà, mais je reste sur ces attentes des jeunes par rapport à l'adresse du président de la nation. Alors, quel peut être ces discours? Parce que si je m'en tiens à cette lettre ouverte adressée au président de la République, ces jeunes se posent quand même un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions que ça fait depuis plus d'une trentaine d'années qu'on suit les discours. Alors, quel peut être le discours qui pourrait davantage redonner la motivation et même de l'espoir à ces jeunes-là? Non, ce ne sont pas les discours qui redonneront la motivation et l'espoir à ces jeunes, c'est plutôt les faits, c'est plutôt l'action. On sait que le Cameroun aujourd'hui, contrairement à ce que disait mon voisin de gauche, la jeunesse camerounaise a la réputation d'être dynamique, d'être vraiment très entreprenante, d'être très dynamique même, vous comprenez. Mais le problème, c'est que le chef de l'État fait de très beaux discours. Bon, il a autour de lui des collaborateurs qui doivent relayer, n'est-ce pas, cette feuille de route là sur le terrain. Et malheureusement, il y a un total décalage. Le chef de l'État vit à Yaoundé. Bon, il arrive à Douala 8 années après. Bon, qu'est-ce que vous voulez que les responsables locaux aient à lui dire 8 années après?
beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le chef de l'État, je ne sais pas s'il a un jour mis les pieds à Konsamba. Or, le Cameroun, ce n'est pas Douala, ce n'est pas Garoua. Il faudrait aller sur le terrain, comme disait M. Meka. Il y a également la jeunesse rurale qui est préoccupée. Donc, pour répondre encore une fois au Fonds national pour l'emploi, ce n'est pas une question de critique acerbe. Je dis, le Fonds national pour l'emploi souffre, n'est-ce pas, de même de sa structure, n'a pas les moyens. Et les quelques membres que vous êtes ne pouvaient pas, n'est-ce pas, couvrir les 10 millions de jeunes qui ont des préoccupations par rapport à l'emploi. Dire aujourd'hui que les jeunes ne savent pas rechercher d'emploi, qui dorment, c'est une insulte à cette jeunesse. C'est une infantilisation. Nous ne pouvons pas accepter. Vous comprenez? Regardez le nombre d'universités privées. Regardez combien de jeunes ici à l'université, ici à l'ESSEC. Combien peuvent trouver? Il y a, je dis, 100 000 jeunes qui sortent chaque année. Le Fonds national pour l'emploi est-il capable de trouver 10 000 emplois aux jeunes? Je vous dis, j'ai travaillé dans une des probablement la plus grosse entreprise du Cameroun. Il ne me souvient pas avoir vu 2 ou 3 qui venaient du Fonds national pour l'emploi. On a parlé de recrutement identitaire et communautariste. Vous ne faites pas allusion. Vous dites uniquement il y a des cadres supérieurs qui ont été recrutés grâce au Fonds national pour l'emploi. Mais alors, si ces personnes vont au Fonds national pour l'emploi, ça voudrait dire en fait qu'elles n'ont pas pu se faire recruter directement. Et c'est là le pardon. Je dis, ce n'est pas le Fonds national pour l'emploi qui crée des emplois, c'est plutôt la croissance, c'est les entreprises. Et l'État doit prendre des mesures incitatives. On a parlé de zone franche à un moment donné. Il y a des mesures incitatives. On peut voir aujourd'hui, enfin, j'espère qu'on aura le temps d'aborder toutes, n'est-ce pas, les structures économiques. Depuis 3-4 ans, on a lu les rapports successifs du Fonds monétaire international où on déplore, n'est-ce pas, la malgouvernance et puis notre administration fiscalo-douanière qui est titanesque. Vous voyez le port de Douala. Depuis au moins 3 mois, il y a un blocage total. Les choses ne sont pas... Nous aurons le temps de parler de ce sujet. Alors, Alain Thiek, est-ce que vous, à votre niveau, vous faites face à certaines difficultés qui ne puissent pas vous permettre de réaliser vos projets à 100%? Bien évidemment, il y a quelques difficultés. Les moyens sont quelque peu limités. La demande est forte. Les moyens de c'est que la préoccupation de Jean Nundou est... Oui, ben, les moyens sont limités. Ça c'est une évidence. Mais le FNE n'est pas un créateur d'entreprise. C'est-à-dire que la mission du FNE, ce n'est pas de créer des entreprises, mais c'est de faciliter l'accès à l'emploi. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et je crois nous sommes en contact avec les jeunes au quotidien. Moi, on ne fait pas la politique. C'est-à-dire que nous vous donnons les réalités du terrain. Sur, par exemple, 100 jeunes, on vous dit qu'il y a à peine 10 qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils savent chercher du travail, je ne les insulte pas, mais c'est la réalité. Quand on reçoit les jeunes au quotidien, je vous dis, la majorité est constituée de personnes n'ayant aucune connaissance de la démarche marketing pour accéder au marché de l'emploi. Et vous savez, il n'y a pas que les offres d'emploi. Le marché ouvert est réduit. C'est 10% du marché de l'emploi, le marché ouvert. Donc ça veut dire que le marché caché est le marché le plus important. Et les jeunes doivent travailler sur ce marché-là. C'est-à-dire savoir prospecter, amener même les chefs d'entreprise à créer des emplois. Vous pensez que les entreprises qui existent la recrutent au vrai niveau du potentiel des entreprises? Je ne pense pas. Parce que vous savez, le personnel, c'est une charge. Et les chefs d'entreprise réduisent les charges pour avoir des gros bénéfices. Ils font faire le travail de 3 personnes par une seule personne. Donc il faudrait que les jeunes sachent vendre, aller vers ces entreprises et les pousser même à recruter. Vous savez qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de service d'audit. Ils vont passer par où? Mais justement, il faut faire un peu d'imagination pour rencontrer des chefs d'entreprise. Où ça? On ne passera pas toujours par la guérite, mais on peut aller au parcours Vita. On sait que le chef d'entreprise court là-bas le samedi matin. On peut aller au parcours Vita. C'est une approche. Donc c'est autant de techniques qu'on enseigne aux jeunes. Il faut qu'ils soient imaginatifs. Et quand ceux qui sont imaginatifs créent des choses, je vais vous donner une anecdote. Dernièrement, on a organisé la semaine pour l'emploi des jeunes à Makepe, dans une salle qui est hyper belle, bien organisée. Mais quand je me suis interrogé pour savoir qui était le promoteur, c'est une dame. Vous savez, elle est diplômée de l'ESSEC. On m'a dit qu'elle est diplômée de l'ESSEC. Et j'ai compris pourquoi son affaire marchait si bien. C'est très bien organisé. Ça veut dire qu'on peut avoir une maîtrise, un master, aller même dans l'agriculture, et créer des activités qui vont générer des revenus importants. D'accord. Merci Alain Thiek. C'est ce qui va donc nous permettre de passer au deuxième sujet dans le droit de réponse. On parle de cet autre rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État qui a donc il y a eu des sanctions infligées à certains responsables de l'université de Douala qui ont été donc c'était des fautes de gestion ont donc été notés pendant leur exercice. Alors, la presse a parlé de
remis à essayer un peu quelque chose de poser des questions, de se poser sur la valeur de ces différentes sanctions, de ces condamnations prises par le Conseil supérieur, le contrôle supérieur de l'État. Est-ce que cette question est à sa place, Luther Moka? Non, quand on parle de la valeur des décisions du ministre, le ministre ne prend pas de décision. Ce n'est pas une décision du ministre, c'est une procédure qui amène à un constat où le ministre prend donc acte de ce constat à travers un communiqué. Il n'y a pas de décision du ministre. Et je me dis qu'ils ont raté le coche parce qu'ils devaient se poser la question de savoir quelle est la procédure. Est-ce que cette procédure est fiable pour amener à ce constat-là? Et je vais introduire dans le véritable problème qu'il y a à l'université, parce qu'il y a un terrible débat aujourd'hui à l'université sur la spécificité des universités, parce que les universités ne fonctionnent pas comme les entreprises. Le problème c'est qu'il y a le refus du CONSUPE sur le régime financier particulier de l'université, parce que l'université a ses textes par le livre blanc qui nécessairement régissent les dépenses. Je vais par exemple vous dire que pour ce qui est du décret de 1993 qui a été abrogé par le décret de 2005, l'université a la capacité de faire des dépenses sur l'équipement des laboratoires, les bibliothèques de façon cash, c'est-à-dire que le recteur prend une décision, il prend une décision pour demander à ce que le restaurant puisse acheter. Alors, vous rentrez déjà là dans les fautes de gestion, parce que moi, je voulais tout d'abord qu'on se demande si la presse a vu juste, avait raison de se demander ce que valent ces condamnations du contrôle supérieur de l'État. Est-ce que ce ne sont pas parce que cette presse, quand on essaie de la parcourir, elle a l'impression que ce sont des condamnations avec deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, certains hauts responsables qui ont été indexés, dont la gestion n'a pas été tout à fait correcte et reconnue par le contrôle supérieur de l'État, mais qui n'ont pas du tout été inquiétés. C'est ce que je dis. C'est vrai que j'allais dans les détails. Je suis en train de vous dire qu'il y a un problème de droit. Il y a un problème juridique dans l'application des textes. Et c'est pour ça que vous allez constater que lorsque les décisions sont faites, il y a pas toujours, il y a un décalage entre les décisions qui sont faites au CONSUPE et les décisions qui sont prises chez le juge administratif, tout simplement parce que la procédure n'a pas été respectée. Et j'allais dans les détails. J'allais dans les détails pour vous expliquer que parfois la procédure fait problème. D'accord. Et ce rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière, notamment pour ce qui est de l'Université de Douala, vous semble ambigu ou alors c'est tout à fait normal? Non, personnellement, il me semble vraiment des plus ambigus. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas, dans ce cadre-là, respect des droits de la défense. Pourquoi? Parce que, bon, comme nous avons vu, il y a une inflation d'organes, n'est-ce pas, ici au Cameroun, chargée du contrôle budgétaire. Et l'université, effectivement, est un établissement public administratif qui relève donc de la compétence du CONSUPE. Mais le problème, quand on balance comme ça une telle information, on dit tel est sanctionné pour des malversations ou des fautes de gestion et a entraîné une perte de 2 milliards. Mais il y a des explications devaient accompagner. Parce qu'il y a parfois aussi des questions d'opportunité. Je vois par exemple ce doyen d'université qui est une personne intègre, vraiment un enseignant consciencieux, n'est-ce pas, à qui on reproche 1 million et poussière après tant nombre d'années de fonctionnement. Mais le doyen de l'université décide par exemple d'attribuer une prime à un enseignant. Bon, on peut dire que ce n'est pas opportun, mais il n'y a pas là une volonté positive, une faute intentionnelle de nuire, de spolier l'État. Et là, il y a un certain nombre de choses à voir. J'ai vu des personnes là-bas qui sont poursuivies pour 200 000 francs. Et puis le problème, c'est qu'une fois qu'on parle de sanctions, est-ce que ces personnes-là maintenant sont justiciables maintenant devant les tribunaux de droit commun? Parce que quand il y a des malversations, si c'est à supposer que vous ayez fait perdre 10 millions, 20 millions, et que vraiment il y ait un côté intentionnel, n'est-ce pas? Là, on ne va plus seulement parler de malversation. C'est un détournement des deniers publics. Alors si on a déjà parlé de sanctions, est-ce qu'il y aura une double sanction? Est-ce qu'on a permis aux gens de comprendre? À la fin de ce texte-là, on dit bien que c'est parfois des manques de justificatifs ou un truc qui a été payé 2 fois ou une entreprise qui ne paye pas des impôts. Enfin, il y a tout un ensemble de règles que le lecteur, n'est-ce pas, que le Camerounais moyen n'est pas supposé savoir. Je dis que là, c'est une atteinte grossière, n'est-ce pas, parfois, à l'honneur, à la dignité et à la liberté des citoyens. D'accord. Alain Thiek, est-ce que
le contrôle, le Conseil de discipline budgétaire et financière, qui est un organe du contrôle supérieur de l'État, ses rapports, ou alors sa procédure, ses dispositions, ou alors sa façon de fonctionner ne participe-t-elle pas à la bonne gestion des affaires publiques? Je pense que le travail que cet organisme mène, c'est pour favoriser la bonne gouvernance dans les affaires de l'État et des organismes publics. Donc, cet organisme travaille selon des procédures bien précises. Et dans les organismes et au niveau des organes d'État, il y a des procédures. Le problème, c'est que généralement, on ne respecte pas les procédures. Et parfois, c'est dû au fait... Parfois, il y a l'ignorance, parfois la négligence. Et je crois que chaque fois qu'un responsable est épinglé, ça ne veut forcément pas dire que il est mal intentionné, mais il peut arriver qu'il ait eu peut-être une négligence ou bien la méconnaissance d'un texte ou qu'il y ait des quiproquos comme ça a été signalé tout à l'heure. Donc je crois que le travail qu'ils font, c'est un travail qui devrait contribuer à améliorer la gestion des affaires publiques. Mais il faut simplement qu'on tire les uns les autres les leçons qui s'imposent suite à un rapport comme celui-là. Et je crois qu'un rapport comme celui-là, quand on le publie, c'est que les personnes incriminées ont eu le temps, la possibilité de se défendre. Donc quand on arrive à ce niveau, c'est que peut-être les arguments n'ont pas été assez convaincants. Bon, maintenant, est-ce qu'il est possible de passer 5 ans, voire plus, à la tête d'une structure, sans toutefois qu'on ait eu à faire quelques fautes de gestion? Est-ce que ce sont toutes les dépenses qui ont la traçabilité en 10 ans à la tête d'une structure? Bon, c'est difficile de le dire, mais je crois qu'il faut seulement prendre des dispositions pour qu'on évite de tomber dans ces fautes-là, des fautes de gestion. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer par exemple, les services d'audit interne. Dans les entreprises, il faut qu'il y ait un service d'audit interne assez bien développé. Ce service qui veille à ce que les procédures soient respectées et qu'il n'y ait pas des écarts de comportement dans la mise en œuvre des activités. Vous savez que parfois, sous le feu de l'action, on peut être amené à poser des actions sans respecter la procédure. Et quand le contrôle arrive, ça met à nu toutes ces défaillances-là et ça peut réjaillir sur l'honorabilité des dirigeants. Donc il faut renforcer les services d'audit interne pour veiller à ce que les procédures soient respectées dans ces structures qui sont contrôlées. D'accord. Comment est-ce que vous appréciez le casting de ces différents organes du contrôle supérieur d'État, notamment dans leur rapport? Qu'est-ce qui motive qu'on fasse le contrôle dans telle structure au lieu d'une autre? Bon, j'ai regardé rapidement, n'est-ce pas, les textes qui organisent ces structures-là. C'est une structure qui relève directement de l'autorité du chef de l'État. Donc à partir du moment où échappe au contrôle du Premier ministre qui, à mon avis, est le chef de l'exécutif, on peut donc penser qu'il s'agit d'un organe mi-juridictionnel, mi-politique. Parce que si on regarde un peu ses orientations, on a parlé de l'université de Douala. Bon, quand l'université de Yaoundé, quand l'université de Tchang, quand telle structure étatique, quand tel organe, il y a tellement de travail à faire. Et puis vous voyez, c'est des choses qui interviennent 4 années après, alors que la plupart des dirigeants ne sont même plus en poste. Est-ce que ces personnes ont eu les moyens de se défendre? Et puis d'autre part, comme je disais tantôt, il y a toute une inflation d'organes, n'est-ce pas, chargés du contrôle. Et ceci met aussi à nu le problème de la tutelle et non seulement du contrôle interne, mais même du contrôle hiérarchique. Parce que l'université de Douala n'est pas... j'ai dit tout tantôt que c'était un établissement public administratif. Donc il y a le ministre de l'enseignement supérieur qui assure la tutelle. Il y a également des organes de contrôle de l'État, même le Parlement peut bien être fondé à suivre ces différents budgets. Mais pourquoi avoir attendu 4 années et on cite le cas d'une dame pour 200 000 francs d'études? Je dis vraiment, ce n'est pas sérieux. D'accord. L'UTM, vous avez certes dit que l'université n'est pas une entreprise, mais quand on se rend quand même compte qu'à l'espace de 3 ans, qu'on constate qu'il y a un trou de 2 milliards, ce n'est pas énorme dans la gestion de cette université? Disons qu'apparemment c'est énorme et je crois qu'il faut faire la différence entre un détournement et un faute de gestion. Faute de gestion, c'est une décision qui a une incidence négative dans le fonctionnement ou dans le budget, alors qu'un détournement, c'est un enrichissement illicite, personnel illicite. Donc pour la plupart, c'est des fautes de gestion. Ce sont des fautes de gestion. Et j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que l'université a un régime financier particulier. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des achats qui sont payés cash à l'université.
sur l'équipement des laboratoires, sur le restaurant, mais le CONSUP refuse que ce soit ainsi. Et on impute cela à une faute de gestion. Et vous savez très bien qu'à l'université, le budget a souvent un retard. Les universités fonctionnent souvent jusqu'en avril sans budget. Par conséquent, il faudrait que les prestataires livrent il faudrait que l'université fonctionne. Il arrive donc souvent qu'à un certain moment, lorsque le budget est exécutoire, que vous payez les prestataires en série, dont vous allez au-delà de 5 millions. Alors, lorsque le consuper arrive et qu'il voit que vous avez payé les prestataires en série à plus de 11 millions, on vous impute une faute de gestion. Alors que, effectivement, c'est l'accumulation du travail qui a été fait par le prestataire qui est payé. Donc, il y a un certain nombre de fautes comme ça. Par exemple, monsieur parlait des primes. Vous pouvez dire qu'à la fin de l'année, vous donnez les primes aux employés ou faire l'arbre de Noël aux employés, puisque c'est dans aucun texte. On vous impute cela, une faute de gestion. Donc, tout cela, effectivement, peut apparaître un peu farfelu. Est-ce que ce type d'acte tel que vous êtes en train d'expliquer là, ce n'est pas également dû au fait que, à la longévité que d'aucuns mettent à la tête de certaines structures de l'État? Ce n'est pas fait par rapport à la longévité. Je crois que c'est un problème d'abord d'apprentissage à la gestion. Parce qu'il faudrait que lorsque vous prenez une structure, que vous puissiez respecter les textes. Parce qu'il y a un certain nombre de textes qui sont mis sur pied pour que vous les respectiez. Mais vous allez constater également que lorsque vous arrivez dans une entreprise et que vous voulez respecter les textes, il y a un problème. C'est pour ça qu'on parle d'opportunité. Monsieur parlait de l'opportunité du service. C'est-à-dire que vous pouvez, au-delà des textes, voir le contexte et adapter votre gestion. Mais j'aimerais dire que il y a un véritable problème au niveau de la procédure du CONSUP. Et ce problème, c'est par rapport aux employés, à ceux qui sont chargés de faire des enquêtes. Je crois qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus étoffés. Parce que lorsqu'on attaque des universitaires qui ont la maîtrise des textes, qui ont la maîtrise de la connaissance, il faut quand même être un peu plus capé. Bon, maintenant, restons toujours dans cette procédure du contrôle du conseil de discipline. On est quand même surpris que ce rapport ne concerne que l'intervalle 2007-2010, alors que le recteur interpellé est à la tête de cette université depuis 2003. Alors, est-ce que ça ne suscite pas également des interrogations à l'Antillais quand on voit comment est-ce que ce rapport a été rendu et l'espace-temps choisi? Je crois que c'est l'autorité qui initie le contrôle, qui décide la période à couvrir par le contrôle. Donc c'est l'autorité qui juge l'opportunité, la nécessité de cette période. Et si il y a eu au cours des autres années qu'on n'a pas eu à faire le rapport, que c'est peut-être là qu'il y a véritablement des problèmes? En fait, je crois que si la nécessité de contrôler les autres années se présente, bon, je crois que une initiative sera prise dans ce sens, de le faire. Mais l'autorité qui décide du contrôle sait pourquoi elle choisit telle ou telle période. Vous savez, le contrôle il y a toujours un objectif. Donc, ça ne se fait pas au hasard. Donc, je crois que c'est cette personne-là qui sait pourquoi elle choisit. Maintenant, on a le droit de se demander qu'est-ce qui se passe après ces décisions, après ces condamnations du contrôle supérieur de l'État. Qu'est-ce qui devrait être la suite? La suite devrait être quoi? Je lisais la presse dernièrement. Il y a un responsable du consul qui a dit que les amendes sont payées. Donc, ceux qui sont frappés d'amende payent ces amendes-là. Bon, maintenant, l'autorité, le chef de l'État qui coiffe le consul, sait ce qu'il peut faire de ces résultats-là. Donc, je crois que c'est à lui d'apprécier la suite à donner à ce rapport. Mais les amendes il y a des amendes qui ont été infligées. La suite serait que les personnes qui ont été frappées payent déjà ces amendes-là. Alors, quelle est l'opportunité à ce qu'on puisse faire un contrôle dans telle structure ou dans une autre, parce que ce n'est pas seulement au sein des universités, il y a des problèmes de gestion dans presque toutes les structures. Alors, quelle peut être la motivation? Peut-être j'avais déjà posé cette question, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui incite à ce qu'on regarde dans tel secteur au lieu de l'autre, où parfois le service rendu est de plus en plus contesté par ceux qui vont demander ces services-là. Oui, j'ai dit tantôt, M. Ezégué, que là, c'est un organe des plus subjectifs, n'est-ce pas, dans ses orientations. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que c'est un organe qui relève directement, n'est-ce pas, du chef de l'État, donc c'est les prérogatives présidentielles. Je voudrais revenir un instant sur ce problème d'université de Douala.
Quand vous fréquentez, quand vous allez dans cet établissement, vous vous rendez compte à quel niveau vraiment il y a un niveau de décrépitude dans certaines infrastructures. Vous allez au restaurant, il manque des fourchettes, des assiettes, il n'y a pas de cas pour les étudiants. Moi, j'ai eu le bac en 1975, j'ai passé quelques mois à l'université de Yaoundé avant d'aller à l'étranger. Et je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait des cas, les étudiants étaient respectés. Aujourd'hui, tout ce que l'université de Douala brille, surtout par le nombre de bars dans les parages, les étudiants connaissent vraiment des problèmes terrible. Il faut acheter des photocopies pour les travaux dirigés. Donc quand vous voyez tout ça et que si d'aventure les malversations sont avérées, il est tout à fait normal que ces personnes, que ces brigands-là aillent en prison. Ce que je voulais dire aussi, M. Azegui, l'université, comme disait M. Meka, est un lieu du savoir. Mais on affecte les gens à des fonctions sans tenir compte à cause de notre particularité, n'est-ce pas, identitaire. On a affecté les gens à des postes qui ne savent même pas ce pourquoi ils sont affectés. Et ceci aussi peut entraîner des décalages terribles par rapport à leurs attentes. Et puis aussi, le Cameroun vit aujourd'hui dans un climat de corruption, de vénalité poussée. Donc l'université n'est qu'un reflet, n'est-ce pas, de cet état d'esprit général. Où est-ce que vous avez vu quel gestionnaire aujourd'hui au Cameroun peut prétendre vraiment avoir les mêmes propres? Très peu. Et c'est lié à notre environnement, au système même de nomination, au système de promotion, et puis cette inflation de textes et l'absence même de contrôle. Vous parliez tout à l'heure des séminaires gouvernementaux, on abordera tout à l'heure, il manque de suivi et d'évaluation dans la plupart de nos structures. Et ceci donc, ceci est accéléré par la longévité exceptionnelle, n'est-ce pas, que connaissent nos dirigeants. Vous voyez quelqu'un qui est à la tête de telle structure pendant 30 ans, 34 ans, 50 ans, non, pas 50 ans, 32 ans, 28 ans, alors, d'accord, 20 ans. Vous aurez peut-être par exemple souhaité que... Le temps altère, n'est-ce pas, ses capacités éthiques. C'est-à-dire il y a une opposition entre le temps, avec le temps entraîne une dégradation même des facultés intellectuelles. Alors, donc, à partir de ce moment-là, ça peut justifier des écarts à la longue. Alors, pour vous, est-ce que vous aurez souhaité, plutôt que le Conseil des disciplines budgétaires et financières, s'intéresse à une structure particulière par rapport à... On a parlé de renforcement. Je suis d'accord avec monsieur qu'il faudrait renforcer et même spécialiser et lui donner plus de moyens humains et peut-être aussi essayer de couper le cordon ombilical qui lie au chef de l'État pour en faire une structure juridictionnelle, n'est-ce pas, et que les rapports soient transmis à la justice qui respecte les règles de droit de la défense, qui respecte des trucs que de jeter comme ça en pâture. Bien sûr que là-dedans, il y a des coupables. Auquel cas, il faudrait que ces coupables soient en prison. Qu'on ne leur demande pas de payer 100 000 francs, 200 000 francs d'amende, alors que les étudiants coupissent. J'ai une nièce qui est à l'université qui doit se lever tous les matins à 5 heures. L'autre jour, elle s'est blessée terriblement parce qu'elle quittait les travaux dirigés à 22 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de structure. Voilà. Pendant ce temps, il y a des gens qui se pavanent avec les fonds publics dans les poches ou dans les comptes, dans les paradis fiscaux. Ah ouais. Et là aussi, c'est une préoccupation. Oui, Luther Meka, vous vouliez réagir? Non, quelque chose est tout de même fait. Je suis un universitaire, il ne faudrait pas aussi détruire les acquis. Je crois qu'il y a des écoles qui ont été créées. Vous avez la faculté de génie industriel qui rayonne à Lorbessou. Vous avez l'Institut halieutique à Yabassi. Il y a des structures qui sont faites. L'université de Douala a des cuillères pour manger, il y a des plats. On ne peut pas aller jusqu'à ce niveau à dire qu'il n'y a vraiment rien. Il y a quelque chose qui est fait. Seulement, il faudrait interpeller la responsabilité des gestionnaires sur la politique globale de l'enseignement au Cameroun et la politique globale des universités. Et je pense que pour ce qui est même des universités, vous êtes au courant que les primes de recherche passent presque chaque trimestre, fait par le ministre Jacques Famdongo. Il y a des choses qui sont faites, mais effectivement aussi, il y a des dirigeants dont on doit interpeller la responsabilité. Et c'est pour ça que je vais chuter sur la mission pédagogique du CONSUPE, qui se devrait aussi de savoir que c'est d'abord instructif, parce qu'il faudrait instruire ceux qui gèrent. Vous savez, l'administration permet une marge d'erreur de 5%. Donc ça veut dire que l'État reconnaît qu'à un certain moment, on peut faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'avait pas besoin, pour ceux qui étaient imputés, c'est-à-dire que vous avez une faute de gestion qui n'a aucune incidence sur le budget, on vous donne une amende de 200 000. Je crois que c'est un peu inutile. Il faudrait que le CONSUPE sache aussi qu'ils ont une mission pédagogique qui devrait de former, de renseigner et d'enseigner les gestionnaires. Alors, est-ce que peut-être il y aurait peut-être une structure où vous,
vous, ici sur le plateau, souhaiterez que le Conseil de discipline budgétaire et financière puisse lorgner cette structure? Si oui, c'est là laquelle? Alain Thié. Mais enfin, toutes les structures doivent faire l'objet d'un contrôle. Parce que le contrôle, ce n'est pas d'abord pour punir, c'est d'abord pour s'assurer que les choses marchent bien, que les procédures sont respectées. En réalité, ça devait être quelque chose de routinier si l'État avait les moyens de le faire. Donc on ne peut pas dire qu'il faut que ça on aille à tel ou tel endroit. C'est une activité qui devait concerner toutes les entreprises, les structures de l'État. Oui, partout il y a des fonds publics, y compris même certaines associations pour lesquelles l'État se constitue garant. Tous les fonds publics, ça veut dire toutes les entreprises du secteur public, les établissements publics administratifs qui gèrent des budgets, tout ce qui gère les budgets devrait normalement faire l'objet de contrôle. Mais le problème, comme vous avez dit, à partir du moment où on institue une opportunité, cela force les débats. Et d'autre part, que deviennent donc ces rapports? Bon, quand on dit que c'est un truc qui est soumis à l'appréciation souveraine du chef de l'État, on quitte le domaine juridictionnel pour le domaine politique, et ça, ce n'est pas bon pour la nation. Voilà, mesdames, nous allons donc, messieurs, nous allons poursuivre cet échange avec la dernière articulation de ce programme. Nous parlons donc du séminaire gouvernemental qui a eu lieu il y a quelques jours au niveau du Premier ministère, c'est à Yaoundé, et un constat a été fait que la plupart des ministres, des chefs de département n'ont pas encore eu à élaborer leur feuille de route. Alors, pourquoi un ministère? Quelle est déjà l'importance d'une feuille de route pour un ministère du terme? C'est une planification des actions. C'est une planification des actions, c'est une traçabilité des actions qui se greffe sur la politique générale du président Paul Biya. Donc, effectivement, vous ne pouvez, c'est comme si vous marchez sans un plan, sans une direction, sans un objectif. Donc, il est tout à fait normal que lorsque vous êtes dans un ministère, vous êtes responsable d'une structure, que vous ayez une planification, que vous ayez un projet de travail qui doit être matérialisé et qui est séquentiel et qui a un délai. Donc, automatiquement, il faudrait qu'il y ait des feuilles de route qui nous permettent, nous, Camerounais, de pouvoir voir à quel niveau on se trouve, quelles sont les réalisations qui ont été faites par rapport au plan d'action que le président s'est fixé. Alors, maintenant que l'on a constaté que certains ministres, certains ministères n'ont pas cette feuille de route, c'est-à-dire cette sorte de boussole ou alors des activités qui devraient donc être menées au cours d'une année, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'effectivement on puisse, une fois de plus, assister à l'inertie tant décriée par le président de la République? Oui, mais il y a un risque réel. Et cela rejoint un peu ce que disait tantôt, qu'il y a des gens qui ont été nommés qui ne savent même pas pourquoi. Parce qu'une feuille de route, au niveau de l'État maintenant, d'ailleurs au Cameroun, on parle maintenant de budget programme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une gestion par objectif. À partir du moment, je vais prendre un petit exemple, n'est-ce pas? Je prends le cas de Douala 5e. Bon, le sous-préfet doit avoir une feuille de route dans l'arrondissement. Voici les problèmes de sécurité qui se posent. Il faut une ampoule ici. Il faut refaire telle route. Le maire aussi concourt, n'est-ce pas? Le commissaire de police, voici les coins dangereux. Il peut y avoir un tribunal. Non, on doit rendre telle décision. Il y a tel truc. Tel s'occupe des marchés. Il y a le ministre du domaine, de l'urbanisme qui doit dire voilà les trucs. Voilà un peu ce que c'est qu'une feuille de route. En fait, c'est un truc qui est pris au niveau de l'État, mais qui va jusqu'au fin fond, n'est-ce pas, du plus petit village, parce que cela contient un peu les données. Et ceci reflète, n'est-ce pas, la fragilité de la planification dans notre pays. J'ai parlé tantôt de suivi-évaluation. Et sans suivi-évaluation, vous ne pouvez rien faire. Au Cameroun, il a fallu attendre, je ne sais pas combien de mois d'années pour le dire, mais dans des pays, n'est-ce pas, qui tiennent à cela, c'est toutes les semaines qu'il y a un conseil de ministres. Et à l'occasion de ce conseil, sont passés en revue les différentes préoccupations, tout ça. On essaie de voir, de corriger, et partout au monde, c'est cela. On devait faire 20. Regardez, par exemple, en agriculture, monsieur. J'ai lu cette semaine, on a parlé de la chute brutale du café, qui est passé, je crois, de 40 000 tonnes en 2010, des trucs à moins, on parle de moins de 20 000 tonnes. J'ai reçu des partenaires d'affaires qui venaient des Indes, qui voulaient 100 000 tonnes du café du Cameroun. Ils n'ont pas pu avoir 100 tonnes. Vous ne pouvez pas avoir 10 tonnes de café aujourd'hui au Cameroun. C'est rare, c'est prisé. C'est vrai, la cote est élevée. Mais les paysans sont pauvres parce qu'il y a une chute drastique de la population. Le problème des intrants n'a pas été vu. Le problème des intrants agricoles, le problème de régénération des plantations, il y a beaucoup de points. Et tout ça devrait faire l'objet du plan de route du ministre de l'Agriculture. Alors, Alain Thiek, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un ministère n'ait pas eu déjà à mettre sur pied ces tâches qu'il devrait réaliser au cours d'une année?
Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce type de comportement? Est-ce l'incapacité? En fait, je ne peux pas parler d'incapacité. C'est d'abord quelque peu surprenant qu'un ministère n'ait pas une feuille de route, parce que le travail est fait de la base au sommet. C'est-à-dire qu'on demande à chaque responsable, de la base jusqu'au sommet, de donner son plan d'action. Et au sommet, on coordonne et on met en place une feuille de route. Bon, est-ce que ce n'est pas l'attente, peut-être, du remaniement dont on parle dans les coulisses tout partout là? Est-ce que ce n'est pas cette fébrilité qui aurait peut-être entraîné cette inertie? Je ne sais pas. Bon, je ne peux pas justifier. Peut-être qu'il faudrait qu'on pose la question à ceux qui n'ont pas élaboré les feuilles de route pour qu'ils nous donnent les raisons. Mais peut-être c'est cette ambiance, ce climat de l'incertitude, peut-être que c'est ce qui pourrait expliquer cela. Bon, mais je crois qu'il n'est pas tard, on peut toujours se rattraper. Ceux qui n'ont pas fait les feuilles de route, il est temps qu'ils se mettent au travail et élaborent la feuille de route pour 2014, parce que nous sommes qu'en février. Alors, quelle devrait être l'attitude que le gouvernement, ou alors celui qui est à la tête de ce gouvernement, devrait avoir à l'endroit de tels ministères? Je crois qu'il a d'abord commencé par faire un séminaire pour instaurer la discipline des feuilles de route. Il a dit que l'attentisme doit être remplacé par l'action et qu'on doit être dans un volontarisme conquérant. Donc, je crois qu'il faudrait qu'il frappe la main sur la table pour qu'il puisse avoir des feuilles de route. Parce que les feuilles de route, en fait, c'est la boussole. C'est l'instrument qui vous permet de comprendre qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont en train d'être faites. Et on m'a souvent appris que le contrôle doit être a priori, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à travailler, il faudrait que l'administration s'assure que vous avez tous les éléments nécessaires, vous avez une planification nécessaire pour faire le travail. Il y a le contrôle concomitant. Pendant le travail, il faudrait voir effectivement jusqu'où vous en êtes, quelles sont les opportunités, les obstacles, et le contrôle a priori pour voir si tout a été fait, si les objectifs ont été faits. Mais il arrive souvent qu'au Cameroun, le contrôle se fasse après 5 ans, 7 ans. Lorsque quelqu'un a déjà détourné, lorsque quelqu'un s'est déjà renseigné, c'est là où on vient faire le contrôle. Et c'est là où vous voyez souvent que les dossiers disparaissent au tribunal. Alors justement, est-ce que ça ne peut pas donc être une responsabilité qu'on doit incomber au Premier ministre? Parce qu'au vu des écarts de conseils ministériels, au vu des écarts de rencontres, est-ce que c'est ça qui ne crée pas peut-être ce laxisme de ces ministères qui n'ont pas eu à remettre à temps leur feuille de route? Non, je crois que le laxisme n'est pas seulement par rapport à l'emprise du Premier ministère. Le laxisme peut provenir du fait qu'ils ne sont pas issus d'un même père. Bon, c'est une façon de parler pour dire qu'ils n'ont pas eu les mêmes réseaux pour accéder. Vous savez, il y en a qui se croient très puissants et qui croient qu'ils ne doivent pas rendre ou ne peuvent pas rendre compte au Premier ministre et qui ont d'autres réseaux qui parfois même peuvent supplanter le président et s'étendre en Occident. Et tout cela participe du fait que vous allez voir que certains ministres sont un peu plus arrogants que les autres. Et on a également noté que le Premier ministre a quand même eu un discours pas du tout tendre à l'endroit de certains de ses ministres. Il a parlé d'un manque de collaboration. Mais ce discours nous rappelle un peu celui du président de la République le 31 décembre dernier. Qu'est-ce que cela traduit? Est-ce que c'est... non, mais je crois que M. Meka a bien expliqué que, n'est-ce pas, il y a des gens qui ne suivent pas, qui ne se fient pas vraiment aux structures hiérarchiques. Ça veut dire que par des canaux particuliers, on peut passer au-dessus. Vous voulez dire qu'il y a des super ministres qui sont... Oui, effectivement, ça, c'est un secret de polichinelle. Savoir que beaucoup de ministres, vraiment, le Premier ministre, à un moment donné, on a même parlé de certains qui disaient, écoutez, le Premier ministre, nous sommes nommés, c'est le même décret, hein, c'est le même décret qui nous nomme. Nous avons été nommés le même jour et probablement que nous partirons le même jour. Et donc, ma survie politique ne dépend pas de lui. Mais au-delà, moi je pense que le véritable problème, c'est la nation qui paye le prix fort. Pourquoi? Parce que dans une feuille de route, il y a beaucoup de problèmes de développement, des problèmes économiques. C'est tel secteur qui est susceptible de tirer la croissance et créer des emplois, qui est paralysé parce que le ministre... monsieur a parlé tantôt du gouvernement, le 30 septembre. Nous sommes en février, bientôt 5 mois. Et puis là également, on peut se demander, comment cela se fait que 5 mois après... on attend toujours. Donc, il y a l'attentisme. Certains sont là en disant que à quoi bon? Ignorant aussi parfois, de par leur promotion, qu'il y a le principe, c'est la continuité de l'État. On doit travailler jusqu'à la dernière seconde et puis passer le relais. Alors, certains ont quitté les postes. On sait également qu'il y a des grands dirigeants, des grands directeurs qui n'attendent qu'à prendre la place de leur patron ou des patrons même qui se sachant... voué, n'est-ce pas, à la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on est en droit de s'attendre d'un tel gouvernement qui déjà en reconnaît non-collaboration déjà entre membres du gouvernement?
est-ce qu'il y a lieu d'attendre à ce qu'il y ait vraiment des résultats probants qui puissent permettre à ce que le Cameroun soit émergent en 2035, tel que c'est dit? Vous savez, dans toute famille, il y a toujours des problèmes. Donc, lorsque les problèmes sont identifiés, il faut apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc, si on s'est rendu compte qu'il y a certains qui ne collaborent pas, il faut qu'ils soient rappelés à l'ordre et qu'ils travaillent. Parce qu'en fait, un ministre, c'est un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour se servir, mais il est là pour servir. Donc, il est souhaitable que ceux qui sont en retard puissent se rattraper et mettre en place des feuilles de route pour que l'action gouvernementale soit assez efficace. On a également parlé du non-respect du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Alors l'UTM-CAJ, c'est une fois de plus qu'on revient sur ce document qui devrait pourtant être la base ou alors le repère de toute action dans le cadre de l'émergence au Cameroun. Ce document pose-t-il réellement le problème? Je crois que le document a été suffisamment bien élaboré. Il y a eu des objectifs. Je crois qu'on parlait de 500 000 employés en 2020. Ça n'a pas été atteint. Il y a un certain nombre d'objectifs qu'on s'était fixés qui n'ont pas été atteints, ce qui démontre que la capacité de performance du gouvernement est en deçà des objectifs qui se sont fixés. Et c'est pour ça que le président est revenu à la charge pour demander qu'il revienne à l'ordre et qu'il suive ce document. Ma foi, je pense qu'il faudrait que... nous sommes dans un régime présidentialiste. Il faudrait qu'on donne assez de pouvoir au Premier ministre pour pouvoir coordonner l'action gouvernementale. Parce qu'à un certain moment, il y en a qui pensent que tout le pouvoir de sanction, de récompense, de primes revient au chef de l'État et qui fait que parfois on peut minauder le Premier ministre. Est-ce que vous êtes partagé je partage vraiment en grande partie sa préoccupation parce qu'en fait, dans un régime parlementaire, le Premier ministre vraiment est le chef, n'est-ce pas, du gouvernement, le chef de la majorité. Et là, il a les coups des franches. Il peut reformer des trucs et est responsable devant l'Assemblée. Et ceci confère une certaine autorité à sa fonction. Or, dans un régime présidentialiste, c'est un seul homme, c'est le président. Le Premier ministre, bon, c'est le premier des ministres, comme on dit souvent. Et ceci n'est pas du tout de nature à entraîner la sérénité par rapport à l'image même du Cameroun à l'étranger. Quand un haut responsable dit il y a une paralysie, l'État est complètement sous anesthésie, mais imaginez un peu les investisseurs, les partenaires économiques, les organismes internationaux. Donc il y a là comme vraiment une sorte de léthargie de l'État. Et puis l'ascension, c'est uniquement les réformes. Il faut vraiment beaucoup de réformes. Et quand on parle des hommes, on parle de changement, on parle de mise en place, hein, n'est-ce pas, qui est attendu parce que vous savez, la Constitution prévoit que le gouvernement doit refléter la majorité. C'est vrai que cette fois-ci, la majorité n'a pas changé. La majorité est favorable à RDPC. Mais on sait également qu'il y a des gens qui ont été battus. Il y a tout... Ça, c'est le suffrage universel. Et on doit en tirer les conséquences. Et tout ceci donne un certain malaise, n'est-ce pas, et fait que le pays vraiment est sous anesthésie. Tout le monde attend. Alors, est-ce que c'est peut-être... je voudrais parler, si vous plaît, avec votre permission. Vous avez parlé du document sur la stratégie. En fait, qui est un document très important. Je vais vous donner deux exemples. J'ai vu dans un pays voisin, je ne vais pas citer, eux maintenant, ils ont transformé maintenant en truc triennal. C'est-à-dire, ils ont sorti un programme triennal. Et avec les investissements, le nombre de routes, les aéroports à refaire, les hôpitaux, les dispensaires. Si vous prenez le cas du Cameroun, dans ce document 2008, il était prévu 8% de croissance entre 2008 et 2012 et 8% entre 2012 et 2016 pour atteindre cette émergence en 2035. Or, on a 3,99% en moyenne, n'est-ce pas, sur ces 4 ans. Bon, moi, je n'accuse pas qui que ce soit. C'est-à-dire, au-delà du chef de l'État, c'est un peu l'ensemble des Camerounais qui doivent se remettre au travail, se mobiliser. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Parce que le chef de l'État a beau indiquer les voies, les moyens, mais si chacun de son côté fait ce qu'il veut, si le ministre ne peut pas, je ne vais pas citer les cas des hauts fonctionnaires qui ont refusé, je dis le ministre qui a refusé même de répondre aux injonctions du chef de l'État. C'est-à-dire le chef de l'État qui écrit pour dire « Monsieur le ministre, recevez telle personne pour régler son problème ». Ça n'a pas été fait. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas également peut-être se dire que
ces ministres n'ont pas été assez imprégnés de ce document. Est-ce que peut-être parce qu'il y a plusieurs ministères qui jouent le même rôle? Il y a un problème de malgouvernance globale au Cameroun, n'est-ce pas? Bon, vous avez parlé tantôt vraiment des doublons. Ça, c'est la technique du doublon. Ça, c'est un truc très mauvais dans un pays, les doublons. Vous allez voir Conseil supérieur de l'État, on parle de l'agence des investigations financières, il y a le tribunal criminel spécial, il y a les tribunaux de droit commun, il y a le CONSUP et un certain nombre de... Et beaucoup de corps comme ça connaissent du blanc. On parle du ministre de la Jeunesse, du ministre des Sports, on parle du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Femme. Il y a le ministère du... Donc cela pose véritablement le problème du grand nombre de blancs et les gens essaient de trucs. Si vous voyez dans la plupart des pays aujourd'hui, monsieur, le nombre moyen de ministères est au-dessous de 30. Et au Cameroun, nous avons plus que le double. Vous voyez un peu. Et vous voyez aussi la célérité avec laquelle les changements se passent. Les élections ont eu lieu au Gabon le 14 décembre, au Togo, en Guinée, tout ça longtemps après nous. Et partout, même en Centrafrique, qui est un pays en guerre, quelques jours seulement après, il y a eu un gouvernement. Et ceci dénote vraiment de la volonté de changement. Donc il y a comme un éléphant, n'est-ce pas, ça ne bouge pas, on dort et le pays traîne. Et donc ce document de stratégie, qui devait être une feuille de route, n'est pas du tout suivi. Il y avait des données relatives à l'éducation. Prenons le cas de la santé. Aujourd'hui, tout le monde sait, il est écrit que bon, le paludisme pour les enfants de moins de 5 ans, c'est gratuit. Mais allez à l'hôpital, on va vous dire, on a parlé de vaccination pour les enfants jusqu'à 2 ans. C'est un leurre. Il y a énormément, on a la distribution des moustiquaires, n'est-ce pas, qui était vraiment une bonne stratégie de l'État. D'accord, on comprend donc... Vos collègues, vos confrères ont écrit là que ça pourrit là devant une certaine sous-préfecture ici à Douala, parce que ça n'a pas été distribué. Comment vous voulez faire reculer le paludisme? Et si vous n'avez pas de feuille de route, suivi évaluation, c'est ça. S'il y avait vraiment un conseil à donner, je dirais suivi évaluation des projets. Est-ce qu'il se pose également du Cameroun? Est-ce qu'on parle également d'un problème d'auto-évaluation même de ces mêmes ministères? Est-ce que cela ne pourrait pas également être entre autres raisons de la non-présence des feuilles de route dans certains ministères? Parce qu'il n'y a pas eu ce réflexe d'auto-évaluation au niveau de ces mêmes ministères. Je crois que s'il y a une volonté de changement, il faudrait que les ministères organisent des séminaires ou des rencontres au cours desquelles on fait une évaluation de l'action. Parce qu'en réalité, quand on agit, il faut de temps en temps marquer un temps d'arrêt pour faire une évaluation, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et apporter des correctifs à l'action pour qu'elle soit efficace. Donc, si ça n'a pas été le cas pour ces ministères, ça devrait déjà être fait. Parce que quand on agit, il faut de temps en temps faire le point pour savoir si on a atteint l'objectif ou pas. Est-ce que, c'est la question que je vous posais à qui veut prendre la parole, est-ce que vous ne trouvez pas que la nécessité d'un nouveau gouvernement s'impose? C'est une nécessité constitutionnelle. J'ai dit tantôt que le texte est clair. C'est d'ailleurs une coutume dans tous les pays du monde. Après chaque grande élection dans les démocraties, que ce soit parlementaire ou locale, n'est-ce pas, il est tout à fait normal que le nouveau gouvernement reflète un peu cette majorité, et étant entendu qu'il y a également la sanction pour ceux qui ont été battus, qui n'ont pas bien fait le travail, et une récompense pour ceux qui ont contribué activement à la réussite des trucs. Et au-delà se pose, je dirais, toujours un problème global de gouvernance, d'éthique, n'est-ce pas, de morale politique. Du terme cas, ces ministres qui n'ont pas rendu leur feuille de route, ils attendent certainement ce remaniement du gouvernement qui n'arrive toujours pas. Je crois que sur les 31 ministères, on parle de près de 21 ministres qui ont remis la feuille de route depuis 2012. Donc il y a un gap assez important qui n'ont pas encore remis. Mais le véritable problème serait un remaniement. Un remaniement, pourquoi faire? C'est aussi ça le problème. S'il faudrait toujours reprendre les mêmes pour reconduire la nation, je crois qu'il faut une véritable révolution de palais pour que des hommes neufs puissent conduire le Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai vu au discours du chef de l'État un président qui était à la recherche des solutions, à la recherche des perspectives nouvelles. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse lui tend la main pour qu'il participe, qu'il fasse un contrat social avec la jeunesse, et il verra qu'effectivement la jeunesse est vraiment enthousiaste et dynamique. Alors, est-ce qu'un tel constat fait par le Premier ministre n'est pas un argument assez fort pour qu'il y ait enfin ce remaniement? Ne pensez-vous pas, Alain Thiek?
Bon, en fait, je ne sais pas si c'est la solution à tous nos problèmes. Hein. Vous savez, quand il y a un remaniement, il faut aller voir les intérêts des uns et des autres. Mais si c'est pour que le développement économique du Cameroun soit impulsé, c'est une bonne chose. Mais si ça doit être fait simplement parce que c'est la routine, moi, je me dis, ben, c'est pas important. Le plus important, c'est que chaque Camerounais fasse une introspection et se mette au travail. Chacun, là où il se trouve, doit faire son travail et bien faire son travail. Ce que nous faisons, c'est que nous, chacun accuse l'autre. Il faut que chacun fasse son travail. Et quand chacun fait son travail, ça va marcher. Et qu'il le fasse bien. Et qu'il le fasse bien. Ok, d'accord. Merci, cher monsieur, d'être venu sur ce plateau. Nous sommes arrivés au terme de cette haute livraison de droits de réponse. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Bonne suite de programme sur Equinox Télévision.